Donc, à toi, c'est Firdaus, la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. D'abord, je voudrais continuer d'inquiéter Abdelmjid parce que il me semble que le métavers et toutes les technologies d'immersion en réalité virtuelle, ça concerne les jeunes, effectivement, parce qu'ils sont déjà dans les jeux vidéo. Mais ça concerne surtout, et très rapidement, ça va concerner les personnes dont la mobilité est entravée. Ça veut dire les personnes du troisième âge. Ça veut dire les personnes en maison de retraite, ça veut dire les personnes en établissement pénitentiaire, ça veut dire. Donc je voulais, pour que vous ne partiez pas trop rassurés. Alors merci beaucoup pour cette invitation à m'exprimer sur cette thématique de l'intelligence artificielle. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens vous en parler parce que d'abord c'est une audience difficile, faite d'experts, de spécialistes, de gens qui savent de quoi ils parlent, et aussi parce qu'on ne sait jamais de quoi la technologie de demain sera faite. Je voudrais inviter chacun à m'ajouter sur LinkedIn, parce que je n'ai pas de carte de visite, et donc pour pouvoir rester en contact, d'expérience, c'est dans ce type de rassemblement qu'on rencontre les profils les plus intelligents. Je voudrais dire aussi qu'en termes ne pas déroger aussi à une règle, parce que ça fait 15 jours au Maroc qu'on n'arrête pas de se féliciter de l'arrivée de la pluie et du parcours historique de l'équipe nationale. Donc, on va acheter au mondial. Et dire surtout que chez Abba Technologies, mais en particulier, on a une doctrine ou une approche de la technologie, une philosophie de la technologie qui insiste beaucoup sur 3 points. Le premier point, c'est vraiment que la technologie doit être sobre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas basculer dans la technologie gadget. Il ne faut pas trop de technologie non plus, parce qu'il faut qu'elle soit accessible aussi. Les sujets de conduite du changement, c'est des sujets qui sont à l'origine de plus de la moitié des échecs des projets de digitalisation. Et il faut que cette technologie elle soit utile en termes de retour sur investissement financier et non financier. Donc il faut juste assez de technologie et juste assez de sobriété et d'intelligence pour pouvoir produire des effets durables. La deuxième chose, c'est qu'on a tous expérimenté un peu, quand vous utilisez Google Traduction ou quand vous utilisez Waze, vous vous rendez compte qu'on est surtout... Parfois, on verse dans la stupidité artificielle avant d'aller vers l'intelligence artificielle. Et donc, il faut vraiment faire attention à bien utiliser la technologie à dessein pour répondre à des problématiques réelles et pas simplement à une mode ou la nécessité de dépenser les budgets, par exemple. Je vais ajouter une chose, c'est que quand j'avais été invité ici, je crois que c'était il y a 2 ans, on avait parlé des Smart Cities. On avait identifié un des principaux obstacles à l'utilisation de la tech, de la digitalisation, c'est la disponibilité des données, de la data. Et vous voyez bien que depuis 20 ans, surtout dans le secteur public, on s'acharne à essayer de favoriser les dispositifs d'échange de données, j'allais dire le partenariat entre le public et le privé, mais surtout le partenariat entre le public et le public. C'est-à-dire que les agents publics échangent et partagent leurs données et qu'ils les mettent en commun. C'est très très difficile à faire. C'est très très difficile à faire parce que chacun a le sentiment de ne pas être protégé juridiquement. C'est très compliqué parce qu'il y a des enjeux j'allais dire de pouvoir ou de géopolitique à l'intérieur du secteur public, ce qui est tout à fait normal. C'est la même chose dans une entreprise privée. Donc c'est très difficile de mettre en commun ces données. Et quand on parle d'intelligence artificielle et de big data, le mot important dans big data, c'est big. C'est-à-dire qu'il faut que les jeux de données, les datasets soient suffisamment larges et importants pour permettre à cette intelligence artificielle ou ce modèle ou cet algorithme, pour permettre qu'on l'éduque. C'est-à-dire on le fait tourner sur ces jeux de données pour qu'il puisse atteindre des niveaux de fiabilité, de précision et de prédiction. Donc le premier enjeu, c'est vraiment de récolter la data la plus large possible et de la structurer, de la consolider et de l'intégrer. Et ce n'est pas évident à faire. Il y a une piste nouvelle que nous, on poursuit chez Abba Technologies, qui est celle de l'Internet des objets. Vous savez que dans le nouveau modèle de développement il a listé un certain nombre de technologies de rupture. Et il y a notamment l'Internet des objets, qui est une technologie qui est tout à fait simple. Il s'agit de connecter électroniquement tous les flux physiques.
Donc dès que vous avez des flux physiques, d'essayer de mettre des capteurs ou des caméras. La caméra, c'est vraiment la reine des capteurs. Et donc tout ce qu'un œil humain peut faire, c'est-à-dire compter, surveiller, analyser, une caméra peut le faire, ou un capteur de température, de vibration, de ce que vous voulez. Et donc l'idée, c'est que pour aller vers cette intelligence artificielle, plutôt que d'échanger nos données et de les mettre en commun, ce qu'on n'arrivera jamais à faire, les Estoniens ont très bien réussi à le faire parce que les Estoniens, quand les Soviétiques se sont retirés, ils ont brûlé les archives, il n'y avait plus d'administration, il n'y avait plus rien. Donc ils ont tout reconstruit à nouveau, et donc évidemment ils ont fait X-Road et toute la plateforme. Et donc aujourd'hui en Estonie, c'est l'État, c'est le ministère des Finances qui tient la comptabilité de toutes les entreprises privées. C'est-à-dire vous faites une facture, vous l'envoyez à l'État, vous ne l'envoyez pas à votre expert comptable. Donc c'est pour vous dire le degré d'intégration, et ça doit vous évoquer des problèmes qu'on a ici. Il y a d'autres pays qui ont fait la même chose en distribuant des caisses enregistreuses auprès des commerçants. Il y a beaucoup de possibilités d'arriver là. Mais l'enjeu majeur, ça reste la disponibilité de la donnée. Et justement, ces technologies d'IoT ou d'Internet des objets, elles permettent d'internaliser un certain nombre d'externalités négatives ou positives pour les rentrer dans ce système des finances publiques, c'est-à-dire en général sur la question de la fiscalité. Et ça vous permet d'avoir des inventaires en temps réel de vos équipements, de vos personnels ou de vos flux de marchandises. Ça vous permet de mutualiser la gestion de vos équipements ou de vos flottes. Donc il faut imaginer, je ne sais pas, je dis une bêtise, les intercommunalités qui ont plusieurs engins de construction, vous pouvez les mettre et les mutualiser. Et ça, c'est très important pour l'efficacité de la dépense publique. Vous pouvez aussi suivre ce que vous disiez, Madame la députée, sur le suivi des engagements environnementaux. Et ça, c'est très important. Quand une collectivité donne une autorisation, par exemple, à un investisseur industriel de s'installer en zone périurbaine ou urbaine, il prend l'engagement, par exemple, de ne pas dépasser tel niveau de particules polluantes, etc. Mais qui vérifie cet engagement sur le terrain ? Souvent les collectivités territoriales n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Alors aujourd'hui le moyen il est humain, c'est-à-dire vous faites une lejna, c'est-à-dire une commission, vous faites une commission avec des experts, des fonctionnaires qui vont et qui font le tour des territoires. Ça ne fonctionne pas parce que vous savez qu'avec l'élément humain il y a long de la cuillère à la bouche. Donc voilà, donc je voulais vous dire que moi je ne vais pas parler de métavers, bien qu'il faudra en parler encore un peu pour vous faire peur. Moi je vais essayer d'aborder vraiment la question, une question qui me paraît fondamentale dans la transition démocratique que vit le Maroc depuis quelques décennies. C'est la question de la régionalisation avancée et qui va s'appuyer sur le rôle des collectivités territoriales. Donc si le Maroc, pardon je fais un raccourci, mais si le Maroc était une entreprise, les recettes fiscales, ce que nous versons en impôts en tant que personne physique ou morale, ce sont nos fonds propres. D'accord ? Donc dans ce cadre-là, l'autonomie financière des collectivités territoriales, c'est un facteur extrêmement important. Aujourd'hui, il y a 12 dirhams sur 100 de recettes fiscales qui sont prélevées au niveau des collectivités territoriales. L'essentiel de leurs ressources leur viennent de l'État central, des transferts. Et on n'arrivera pas à une régionalisation avancée qui donne des bons résultats si on n'arrive pas à autonomiser financièrement ces collectivités territoriales. Et aujourd'hui, le problème de la taxation, et en particulier de la fiscalité locale, c'est qu'elle est assise sur la propriété foncière, l'activité économique. Alors, pas vraiment l'activité économique au sens de la facturation et vraiment du chiffre d'affaires réalisé, mais pas les flux physiques qu'il y a derrière avant d'arriver à cette facturation. Et puis la participation de l'usager effectif, c'est-à-dire les droits à les timbres, quand quelqu'un commet un acte, il va s'enregistrer, etc. chez le notaire, là vous pouvez témoigner qu'il a enregistré directement de cette activité. Alors le potentiel fiscal, on a parlé de l'assiette, c'est-à-dire l'élargissement de cette assiette et puis le recouvrement. Malheureusement, la fiscalité locale aujourd'hui au Maroc, elle est souvent inexploitée. Dans toutes les taxes, vous en avez beaucoup qui ne sont pas prélevées ou qui sont mal prélevées par manque d'outils pour avoir cette data, pour émettre des rôles, etc. Elle est mal appréhendée parce que généralement, le citoyen et le fonctionnaire ne sont pas très au fait. En fait, c'est très compliqué, la fiscalité locale est très compliquée, donc les assiettes, les modes de calcul, etc. sont tellement confus que finalement, il y a un déficit de légitimité. Vous avez vu que l'essentiel du contentieux fiscal est lié à ces 3 taxes locales. Donc il y a un vrai sujet sur la fiscalité locale.
Là où il y a de l'espoir, c'est qu'aux assises de la fiscalité qui ont eu lieu, il me semble, en 2019, si je ne dis pas de bêtises, mais on en a reparlé régulièrement, c'est que la réforme fiscale au Maroc, elle va vers deux choses. D'abord, de lier les recettes locales avec l'activité sur le territoire. Donc ça veut dire que l'État, dans ses embranchements territoriaux, doit avoir une vue en temps réel de l'activité physique sur son territoire. C'est très important qu'on passe à cette phase-là. Et puis une fiscalité écologique, alors j'allais dire écologique et sociale, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux à part l'écologie. Et donc l'intelligence artificielle, si on voulait la définir, c'est vraiment... Si vous avez étudié les statistiques, ben c'est des statistiques sous stéroïdes, c'est-à-dire que c'est de l'automatisation de tout ce qu'on a appris déjà quand on a étudié les statistiques. Donc il n'y a pas de raison de trop imaginer des choses. Il n'y a pas de pensée magique là-dedans. Hein. C'est vraiment des stats, c'est-à-dire si vous avez des données, ben vous allez pouvoir en extraire d'autres et faire de l'aide à la décision. Alors les apports aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est la détection de conformité des déclarations. Donc on a vu ce use case en France sur la détection des piscines. On part des images satellites pour analyser les emplacements des piscines. Et ensuite, on recoupe ça avec les données du cadastre. Et puis, dès que vous avez des écarts, le modèle vous dit, voilà, attention, à cet endroit, il y a un écart. Il faut aller vérifier sur place pour vérifier que la personne a bien payé les taxes, bien déclaré, etc. Les prévisions de revenus des agents économiques, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quel est le chiffre d'affaires réalisé pour pouvoir ensuite le taxer et surtout dans quel sens l'évolution va aller. Et puis, le data mining sur les déclarations, les marchés, les contrats, les conventions, les partenariats, etc. C'est-à-dire le data mining, ça veut dire de digitaliser l'ensemble des archives et ensuite d'en sortir la substantifique moelle pour avoir des données, de l'insight et de l'aide à la décision. Donc il y a vraiment une nécessité de pleine maîtrise par l'administration territoriale et fiscale de tous ces aspects de modèles algorithmiques. Je crois qu'au Maroc, on est déjà avancé de ce point de vue-là parce que ces administrations sont déjà spécialistes de la statistique et du traitement des très larges volumes de données depuis toujours. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment dans l'administration fiscale, il y a une compétence, un savoir-faire qui est au moins égal à celui qu'on trouve dans le secteur bancaire ou dans le secteur des télécoms dans le privé à Casablanca. Donc on a un niveau de maturité qui est assez intéressant. Mais maintenant, quand il s'agit de parler de fiscalité locale, on va avoir un nouveau défi qui est celui de mesurer en temps réel les flux physiques. Alors malheureusement aujourd'hui, j'allais dire dans la sagesse populaire, c'est-à-dire dans le grand public, quand vous dites digitalisation, on pense tout de suite à la digitalisation logicielle. C'est-à-dire on se dit oui, on va connecter nos logiciels, nos interfaces, et puis on va échanger nos données, et puis ça va aller. Mais en réalité, une grande partie de la transformation digitale à venir, elle est sur la convergence entre l'IT et l'OT, c'est-à-dire la convergence des flux physiques avec les flux d'informations. Ça veut dire d'avoir des systèmes cyberphysiques pour pouvoir mesurer les types de flux qui sont devant nous. Cette digitalisation, elle implique deux choses. Il y a une pression à la baisse, puisqu'il y a des nouveaux moyens d'échapper à l'impôt, puisque, bon, on a parlé du métavers, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, de modifier l'assiette, de jouer sur cette assiette, de jouer sur la résidence fiscale. Donc il y a vraiment une pression à la baisse au rétrécissement de cette assiette, mais il y a aussi une pression à la hausse, puisqu'on va pouvoir prendre en compte les flux physiques grâce à l'IoT et l'Internet des objets dans la taxation. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait déjà, c'est que par exemple, on connecte les données satellites, de cadastrales, etc., avec les flux d'open data, ça veut dire les réseaux sociaux. Hein. Vous pouvez mesurer certains mots-clés sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez, sur Instagram. Vous pouvez mesurer les clics, vous pouvez mesurer tout ce que vous voulez. Et par ces API, vous allez connecter vos systèmes avec ces données qui sont ouvertes. Vous pouvez analyser les annonces de recrutement pour avoir une idée sur les salaires moyens proposés dans tel secteur à telle fonction. Vous pouvez analyser, d'ailleurs, Madame la ministre de la Transition digitale est une experte de machine learning, Rita Mzo, donc c'est ce qu'elle faisait aussi avant d'entrer au gouvernement. Vous pouvez analyser, alors avec l'IoT, vous pouvez analyser les flux de personnes, d'animaux et de véhicules, et on va voir un exemple juste après. Vous pouvez vous baser sur les données de santé, vous pouvez vous baser sur les données environnementales, et là-dessus, vous allez pouvoir bâtir cette nouvelle fiscalité. Alors aujourd'hui, la fiscalité est basée surtout sur les déclarations fiscales et les recoupements de données, on va dire. Je schématise grandement, mais c'est un peu ça. Demain, on va pouvoir se baser non pas sur les facturations ou ce qui a été déclaré, mais surtout sur le comportement des agents économiques. Et leur comportement tout au long de l'année est mesuré en temps réel. Vous allez pouvoir aussi mesurer les interactions de ces agents économiques avec les infrastructures ou les équipements. Est-ce qu'ils utilisent tel pont? Est-ce qu'ils utilisent telle infrastructure publique ou territoriale ou communale? Et
l'interaction de ces agents avec l'environnement, ça veut dire la pression sur les ressources, la pollution, l'utilisation de l'eau, etc. Alors, pour donner juste un exemple, c'est que je disais aujourd'hui, la reine des capteurs, c'est la caméra. Vous voyez ici une caméra qui a été installée qu'on a installée dans un rond-point à Bouskoura, à Casablanca. Et la caméra compte automatiquement en temps réel le nombre de deux roues, de véhicules, de camions, de véhicules de transport scolaire, véhicules de police, de pompiers, etc. Donc vous imaginez que quand vous avez et là, c'est juste pour un rond-point, mais imaginez que vous ayez la même chose pour estimer l'achalandise, le chiffre d'affaires d'un café, d'un centre commercial, d'une rue passante. Vous voulez estimer la valeur d'un panneau publicitaire. Aujourd'hui, la plupart des communes vendent leurs panneaux publicitaires tout à peu près au même prix. Je pense qu'il y en a certaines qui font quelques catégories, une typologie. Mais demain, avec ces caméras qui vont vous mesurer la fréquentation ou le nombre de personnes qui passent, les piétons, vous allez pouvoir attribuer un prix spécifique à chaque panneau, parce que vous savez très bien que les panneaux n'ont pas tous la même valeur. Donc là, on va commencer à booster, j'allais dire, le potentiel budgétaire et le potentiel fiscal des collectivités territoriales. Ça, c'est un cas intéressant que nous avons avec un client qui est distributeur d'hydrocarbures. Donc là, ce sont des caméras qu'on a installées dans les stations-service, des dizaines de stations-service au Maroc. Et vous voyez que la caméra, non seulement elle compte le nombre de véhicules, alors d'abord elle compte le trafic qu'il y a sur l'autoroute, ensuite elle vous donne le pourcentage de captation de trafic de l'autoroute vers la station-service. Après, elle reconnaît les plaques d'immatriculation de chaque voiture, donc elle est capable de vous dire que ceci est un nouveau client, ceci est un ancien client. Et quand elle connaît déjà la plaque, elle est capable de vous dire attention, ce client était à la station-service à Tanger et là il vient d'arriver à la station-service à Casa. Elle vous donne le nombre de minutes que ce client a passé dans la station et elle vous donne aussi, vous voyez en bas à gauche, le service capot, c'est-à-dire le nombre de fois que le personnel de la station-service a ouvert le capot pour vérifier l'huile, le moteur, etc. Et aussi le service glace, le nombre de fois où ce personnel a essuyé le pare-brise. Donc vous voyez qu'on peut aller relativement loin dans l'analyse, et c'est de l'analyse qui est une captation automatique de la donnée. Vous n'avez pas besoin d'envoyer une commission administrative ou autre. Vous avez des données qui remontent en temps réel sur l'ensemble de votre territoire. Alors là, on parle de use case avec le secteur privé, mais avec les collectivités territoriales, ça pourrait être exactement la même chose. Et vous avez aussi le même principe pour la gestion des parkings, par exemple. Vous avez des collectivités territoriales aujourd'hui qui donnent des parkings ou des grands boulevards, des places de stationnement en gestion déléguée à des acteurs privés, mais parfois, à défaut de savoir combien de gens vont arriver, combien de clients vont arriver dans ce parking chaque année, etc., mais ils font des montants forfaitaires. Donc imaginez que vous avez un forfait sur un parking qui est donné en gestion et que tout ce délégataire fait beaucoup de bénéfices parce qu'il y a une asymétrie d'information entre le secteur privé et le délégataire et la collectivité qui délègue ce service. Alors, vous avez un certain nombre de capteurs, j'ai parlé des caméras beaucoup, mais on a aussi beaucoup de capteurs qui permettent de mesurer les recharges électriques, les paramètres météorologiques, les paramètres de pression, de pollution, de CO2, capteurs de qualité de l'air, et j'en passe. Il y a vraiment des dizaines de matériels qui permettent de faire ça. Alors, quand on regarde dans le détail la fiscalité locale, vous voyez que les régions constituent 5% des recettes. Et la fiscalité locale au Maroc, elle est en voie de réforme. Donc il y a un certain nombre de principes qui ont été actés pendant les assises de la fiscalité. Mais là, je prends sur l'ancienne fiscalité, elle est assise sur l'exploitation minière pour ces régions. Donc par exemple, vous pouvez imaginer, alors je ne sais pas comment ils calculent cette taxe sur ça doit être déclaratif. Et vous savez bien que déclaratif en deçà de la Méditerranée, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que la même caméra que vous avez vue tout à l'heure, qui peut être placée devant la carrière d'extraction de roches ou devant la mine, et qui vous compte le nombre de camions. C'est très simple. Et là, vous avez une information fraîche en temps réel sur le nombre de camions qui ont fait des allées-venues au niveau de cette carrière, au niveau de cette mine. Vous avez aussi les préfectures et les provinces qui constituent seulement 2% de la recette. Mais là, ce sont des taxes qui sont assises sur les nombres de permis délivrés, les véhicules et les produits forestiers. Alors encore, c'est la même chose. Si ce sont des véhicules, la caméra peut compter. Si ce sont des produits financiers, des produits forestiers, la caméra peut très bien apprendre à compter le nombre de ronds de bois qui sont... Donc c'est vraiment des choses, c'est des use cases très très simples. On n'est même pas encore dans la très grande technologie ou autre. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés.
L'essentiel des recettes de la fiscalité locale proviennent des communes, comme vous le savez. Il y avait une taxe sur la dégradation des chaussées. Il me semble qu'elle est en ballottage. Elle va peut-être être, elle est toujours là, mais il me semble qu'elle va être modifiée. Mais comment vous mesurez la dégradation des chaussées? C'est très simple, vous avez une voiture où vous avez, en tant que commune, vous avez des véhicules qui parcourent la ville intramuros en permanence pour les travaux de maintenance, etc. Vous équipez ces voitures d'une petite caméra, comme les Google Cars, hein, si vous connaissez ce cas aux États-Unis. Et puis la caméra, en parcourant la ville en temps réel, elle vous cartographie l'état des chaussées et des trottoirs, et elle vous donne des alertes en temps réel sur à cet endroit, il y a tel problème, tel problème. Il y a la même chose, il me semble qu'il y avait une taxe sur l'état, la propreté des façades des immeubles. Je ne peux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait un enjeu là-dessus. Et là, pareil, la caméra, elle peut très bien vous faire non seulement elle va vous dire, attention, tel ou tel immeuble, c'est beaucoup dégradé en termes de qualité de la façade et de propreté et d'entretien, mais elle va aussi être capable de vous donner, à partir de ces données de qualité de la façade, des indices de prix immobiliers. Quand la DGI publie des prix de référence, des marchés de référence pour que les acteurs économiques puissent agir de façon en confiance, elle peut aussi se baser sur les données qui vont remonter de cela, parce que la qualité des façades ou la propreté des façades, elle est liée aussi quelque part au prix de l'immobilier dans certains quartiers, etc. Vous avez également les droits d'abattage. Donc ça, c'est un cas sur lequel on travaille. Vous avez donc des abattoirs. Hein, donc il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la modernisation des abattoirs au Maroc, qui sont gérés par les communes. D'ailleurs, les abattoirs et les halles aux poissons. Et donc les abattoirs, c'est très simple. Vous avez un nombre de carcasses qui rentrent et qui sortent. Et donc vous pouvez très bien suivre ça de façon automatique et capter automatiquement à travers de la caméra. Et donc là, vous pouvez avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe, le niveau d'activité logistique au niveau de votre abattoir ou au niveau de votre halle aux poissons. Vous avez aussi les marchés de gros, donc les marchés de gros et les lieux de vente. Vous avez des très grands marchés de gros comme à Agadir, dans l'essentiel des grandes villes. Et tout le problème, il est de comprendre quel est le niveau de l'activité. On ne veut pas le mesurer de façon scientifique, on veut juste avoir une information suffisante pour comprendre la tendance du niveau d'activité au niveau de ces marchés de gros, les marchés aux légumes, aux fruits, etc. Et de façon à ce qu'on puisse avoir une idée sur le chiffre d'affaires et les taxer en conséquence sans que jamais on aille taxer au-delà des capacités contributives de ces commerçants. Donc c'est très important de le voir comme ça. Les droits de fourrière, c'est la même chose. Qui au niveau de la fourrière est capable de vous dire combien de voitures sont rentrées, combien de carcasses sont sorties, etc. Seule une caméra pourra le faire, parce que si c'est un être humain qui va le faire, vous connaissez la suite de l'histoire. Et on a parlé de la valorisation des panneaux publicitaires. Alors, le message essentiel que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que la technologie, en particulier l'IoT associée à la blockchain et à l'intelligence artificielle, elle permet de unleash la créativité fiscale. Je sais qu'on aime beaucoup ça en France, la créativité fiscale. Et donc, vous avez, aujourd'hui, on a des stations météo connectées, on a des capteurs de CO2, de qualité de l'air, etc. Donc, on va pouvoir taxer le CO2, on va pouvoir taxer la pollution, donc les huiles, la trituration d'huile, les rejets, les usines polluantes, les sacs plastiques, à l'époque où il y avait des sacs plastiques, mais aujourd'hui aussi, même tous les éléments en plastique peuvent être taxés. Les dégagements de chaleur, vous savez que dans le cadre des passoires, ce qu'on appelle les passoires thermiques, alors quand je dis caméra, là, on a une caméra de surveillance. Vous pouvez aussi avoir des caméras multispectrales ou des caméras thermiques. Donc, imaginez que vous passiez avec une caméra et que vous filmiez les façades d'immeubles et que la caméra thermique va vous dire attention, cet immeuble-là est très mal isolé parce qu'il laisse ressortir un certain nombre de chaleur. La chaleur, c'est de l'électricité transformée, c'est des pertes d'énergie. Donc, avec des caméras thermiques, vous allez pouvoir avoir un mapping de toutes les pertes de chaleur au niveau de la ville. Et ça peut se faire aussi au niveau des images satellitaires. Hein, c'est le même principe. Vous pouvez taxer le bruit. Quand vous avez, j'allais dire, des commerces qui sont à proximité des écoles, des hôpitaux, des endroits où le bruit, vous savez, quand il y a du bruit, ça n'aide pas, enfin, ça complique la rémission des patients dans les hôpitaux. Quand il y a du bruit, il y a des études en France qui ont été menées dans les salles de classe. Quand il y a trop de bruit, ça peut diminuer de 15% le score des élèves dans leurs apprentissages. Donc c'est un vrai problème, la pollution sonore. Et on peut avoir des capteurs acoustiques un peu partout autour des sites sensibles comme les hôpitaux et les écoles, mais on peut avoir des capteurs acoustiques dans toute la ville. Il faut imaginer que vous ayez de la data en temps réel sur le bruit produit dans la ville, avec un vrai maillage territorial. Là, vous allez avoir une idée sur le niveau d'activité économique, vous allez avoir une idée sur est-ce qu'il y a des manifestations, est-ce qu'il y a des accidents, parce que toute trace en termes de data
qui est laissé dans les capteurs va vous permettre d'analyser, de faire de l'insight. Vous allez pouvoir taxer la luminosité également. Vous savez que il y a un niveau de luminosité qui est précis c'est pas le même dans les parkings que dans les salles de classe, que dans les hôpitaux, que dans les administrations publiques, etc., que dans les magasins. Et puis la consommation hydrique agricole, on parle beaucoup de fiscalité agricole, il y a un plan comptable, il y a beaucoup de projets de modernisation dans ce sens-là. Et là encore, 80% de l'eau consommée au Maroc est consommée, 80 ou un peu plus, est consommée pour des raisons agricoles. On va pouvoir aussi mettre, avec l'irrigation intelligente, pouvoir comprendre quelle est la consommation de chaque exploitation agricole. Et il faut s'imaginer que ces dispositifs d'intelligence, d'irrigation intelligente, pourront être subventionnés par l'État ou devenir, par exemple, une condition nécessaire pour obtenir la subvention pour le goutte-à-goutte ou d'autres éléments. Donc il faut imaginer que tout ça, ça peut se déployer très facilement. On ne parle pas de très très haute technologie, c'est des choses qui sont vraiment très très rodées et on peut les déployer. Et puis le dernier point que j'ai ajouté, c'est l'approche genre. Je sais qu'on se prend beaucoup la tête pour essayer de faire un budget selon l'approche genre et comprendre quel dirham profite à quel genre. Mais la caméra, vous savez qu'elle peut reconnaître les hommes et les femmes, elle peut reconnaître leur âge par tranche de 5 ans, elle peut reconnaître les personnes qui travaillent ici ou les personnes qui sont juste de passage, donc ne pas compter 2 ou 3 fois les mêmes personnes qui passent. Donc vraiment, à partir de là, on va pouvoir déterminer, quand vous avez un service public, de vous dire en temps réel, voilà, il a servi à c'est 30% de femmes qui ont pu l'utiliser, ou 60% ou 70%. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.